Joël Marty, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Pertusato, chaîne YouTube qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Avant de te présenter de façon plus précise, je vais commencer par une première question très générique. Dans quel état est l'habitabilité de cette planète ? Malheureusement, j'aurais du mal à répondre autre chose que dans un triste état. Parce que si on se met aujourd'hui à parler de l'anthropocène, l'âge de l'homme, c'est parce qu'il y a 22 ans maintenant, un géologue, à l'occasion de leur congrès régulier de géologues mondiaux, alors qu'ils étaient en train de débattre et de s'invectiver sur l'évolution de la planète et sur les choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, et sur le fait qu'à un moment donné, l'un d'entre eux dit « Mais dans quel monde vit-on » Un certain Paul Crutzen répond « Eh bien, nous vivons l'anthropocène. » Et tout d'un coup, ça a fait comme un flash. C'est-à-dire que pas tous, évidemment. Les géologues ont déjà mis 50 ans à se mettre d'accord pour reconnaître la tectonique des plaques. J'ai été passionné dans ma jeunesse par la géologie et donc je m'étais intéressé à la question. Donc il n'y a pas encore unanimité sur l'anthropocène, un peu comme, je dirais, la reconnaissance du GIEC sur la responsabilité de l'homme sur le climat. Mais bref, en tous les cas, aujourd'hui, il y a 95% des géologues qui sont d'accord sur le constat de l'anthropocène. C'est-à-dire qu'en 250 ans, si on prend l'origine de la révolution industrielle, mais surtout avec la grande accélération depuis 1945, il est évident que l'action de l'homme a été capable de modifier le système Terre de façon aussi rapide que les précédentes périodes géologiques. Je peux peut-être les rappeler rapidement, primaire, secondaire, tertiaire. À la fin du tertiaire, on enchaîne le paléocène, l'oligocène, le miocène, l'éocène, le pléistocène, et nous sommes censés vivre l'holocène depuis la fin de la dernière glaciation il y a 12 000 ans. Mais aujourd'hui, grâce à Paul Crutzen, on a compris que ce qu'on vit, c'est l'anthropocène, l'âge de l'homme, qui a eu par son action autant d'impact que ce qui se passait avant sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'années. Tu ressens cette nuance entre l'anthropocène et la capitalocène, parce que c'est aussi quelque chose dont on parle aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, quand on se met à décrypter, je dirais cela, on parle de la plantatiocène, on parle de la symbiocène, on parle du capitalocène, parce que l'une des causes de l'anthropocène, en effet, c'est ce que certains appellent le capitalocène, c'est-à-dire l'impact très fort de cette idéologie, car je pense que c'est le terme le plus adapté, libérale, qui s'est développée depuis 2 siècles. Évidemment, il faudrait rentrer dans le détail pour approfondir cela, mais qui s'est peut-être accentuée sur les 25-30 dernières années avec le développement du néolibéralisme encore plus pervers, encore plus pervers que le libéralisme, parce qu'il avance partiellement masqué. C'est parce qu'il, contrairement au libéralisme
Lippmann qui en parlait. Mm. Ce néolibéralisme, en fait, intègre les États dans le libéralisme, en fait. Il va infiltrer les milieux politiques, il va infiltrer les États, et il va comprendre qu'il y a une manne absolument extraordinaire en dehors du libéralisme pur. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est la fonction publique et les politiques qui sont totalement investis dans cette espèce d'idéologie protéiforme qui ratisse partout et à tous les échelons de la vie. Oui. C'est en ça qu'il est plus intime dans la vie des États et dans la vie du monde, c'est que maintenant, les ramifications sont partout, y compris au cœur même des républiques qui sont censées nous en protéger, en fait. Tout à fait. Alors, je me demande si à ce point-là, il ne faut pas un rapide rappel de ces notions fondamentales, capitalisme, libéralisme. Capitalisme, c'est clair, la racine, c'est le capital, c'est l'argent. Quand on parle de capitalisme, il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions. C'est qu'on parle de questions et d'intérêts pour l'argent. Le libéralisme, c'est déjà beaucoup moins clair parce qu'il y a le libéralisme politique. Les libéraux politiques de l'univers anglo-saxon sont plutôt ce qu'on appellerait, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets malgré tout, vu de France, des gens de gauche. Alors que le libéralisme économique, c'est le laisser-faire absolu, c'est la liberté, et en particulier la liberté du renard dans le poulailler, pour le libéralisme économique. C'est ce qui s'était développé donc, pendant tout le 19e siècle, et il a fallu 2 guerres pour le calmer, et on a connu donc ces 25-30 ans qu'on appelle de façon un peu douteuse les 30 glorieuses, pour le calmer. Mais en effet, avec la montée en puissance d'un Milton Friedman dans les années 70, et cela l'apothéose avec l'arrivée au pouvoir d'un Ronald Reagan aux USA et presque en même temps d'une Margaret Thatcher en Angleterre, on est là en plein libéralisme économique. Et ça, ben évidemment, ce n'est pas spécialement rassurant, mais ça a au moins le mérite d'être clair, d'être tranché. Le danger arrive en effet avec le néolibéralisme, presque le libéralisme, ou du moins masqué, avec l'arrivée de Tony Blair en Angleterre, qui est un Tory, n'est pas un conservateur, et qui fait croire au départ qu'il va remonter un peu la puissance publique. On se souvient des premières mesures, on se souvient des SNCF anglais qui étaient en déperdition et où il fait quelques investissements. Mais ce n'est que la surface des choses. Très rapidement, la sphère économique reprend son pouvoir. Le deuxième signal, c'est en Allemagne, avec un Schröder, qui, pareil, au départ, a l'air de remonter la puissance publique, puis petit à petit, en 2003 et 2004, à travers son ministre Hartz et ses mesures dites Hartz 3 et Hartz 4, va créer une souplesse du code de travail allemand qui va conduire en effet aux excès que l'on connaît, au fait qu'un travailleur, je dirais, de base, pour avoir accès à un contrat stable, il devra auparavant avoir fait X stages dans le cadre de ce qui était plus ou moins l'équivalent du RSA allemand, mais moyennant quoi il touche son RSA, mais les heures qu'il travaille, à côté du RSA, on ne lui enlève pas le RSA, mais on lui paye ses heures que 1 euro de l'heure. Donc là, on a vraiment des montées en puissance. En France, on est dans encore un flou global. Évidemment, il y a l'alerte avec Sarkozy. On est rassuré
en 2012 parce que Hollande annonce « Mon ennemi, c'est la finance ». On sait ce qu'il en est arrivé. Et puis, il y a l'arrivée d'un Macron qui, lui, est tout à fait dans le même esprit de Blair et de Schröder pour saupoudrer de quelques mesures d'apparence, je dirais d'intérêt public, pour laisser libre cours à la finance, dont on sait que lui-même, évidemment, est issu, compte tenu de son parcours chez Rothschild. Alors, on a, si je te comprends bien, après-guerre, une sorte de fiction française, allemande, anglaise, qui arrive aussi des États-Unis, qui va déferler sur la planète, parce que c'est quand même de cet ordre-là, une sorte de fiction politique où se mêlent le libéral, le politique, les États, l'argent public. Et comment se fait-il que cette fiction si désastreuse a réussi à déferler sur cette planète sans que personne ne crie gare, sans qu'on arrive à s'en défendre, sans que les politiques même, qui ont perdu tout pouvoir aujourd'hui, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se défendre de ça ? Parce que je crois qu'on vit sur l'élan d'après-guerre. Il faut bien reconnaître que toutes les mesures que prend le CNR, le Conseil national de la résistance, et tout ce qui se passe pendant les 25 à 30 dernières années d'après-guerre favorise une amélioration générale des conditions de vie matérielles, qui fait que chaque génération voit ses enfants vivre mieux qu'elle, et que même si, en effet, il y a, je dirais, beaucoup de choses à dire, même si on sent bien que le capitalisme est là derrière, porté par une forme plus ou moins discutable de paternalisme, il y a quand même des améliorations de conditions de vie qui font que les gens ont tendance à accompagner cela. Les gens ne voient pas, ne sentent pas le fait qu'au moment où la France, par exemple, élit Mitterrand, le reste du monde et du monde anglo-saxon en particulier est déjà dans le basculement. Nous, à la limite, en apparence, parce qu'en réalité, les années d'après vont montrer qu'on accompagne le mouvement, mais en apparence, on est à contre-courant. L'apparence de l'élection de Mitterrand, c'est le contre-courant de ce qui est en train de se passer dans le reste du monde occidental. Alors, on sait ce qu'il en est, on sait, je dirais, le tournant, entre guillemets, de la rigueur de 84, l'arrivée de Fabius au pouvoir et ce qui s'ensuit, et qui fait que la France va suivre, va accompagner l'apothéose, évidemment, que peu de gens comprennent. Elle arrive en décembre 1994, quand Jacques Delors annonce qu'il ne sera pas candidat à l'élection à la prochaine élection du président de la République, parce que lui-même, compte tenu de son expérience européenne, sait que ce qu'il ferait par rapport à l'état de la France provoquerait un trop grand choc. Donc, tu penses que les Français associent ce mieux après-guerre, pendant 30 ans, à une mouvance, enfin quelque chose comme ça, libérale. Ils ne comprennent pas que c'est la CNR qui les protège, que c'est parce qu'il y a eu quand même une volonté de réencastrer l'État dans la vie publique, que c'est ça qui leur apportait un peu de bien-être pendant 30 ans. Et ils ne comprenaient pas qu'en fait, ils avaient ce sentiment confus que finalement, c'est ce libéralisme qui leur apportait, d'une génération à l'autre, un peu plus de bien-être. Ça n'a pas été compris, d'après toi. Ça a été d'autant moins compris qu'il est bien connu que la culture économique globale du français moyen est très limitée. Donc, déjà, la connaissance
approfondie de ce qu'avait fait le Conseil national de la résistance et la connaissance, en effet, du capitalisme sous sa forme la plus libérale économique était très limitée en France. Le hasard fait que je rentre de 2 semaines passées à Paris et je suis justement allé voir et découvrir un certain nombre d'expos et un certain nombre de sites que je ne connaissais pas encore. Et, entre autres, on vient, il y a 2 ans, 3 ans, a été inauguré à Paris la Citéco, la Cité de l'économie, dans un ancien bâtiment très beau, au demeurant, de la Banque de France, dans le 17e arrondissement, et où on explique ce qu'est l'économie. Et très bien fait, très pédagogique, très basique, un peu simpliste quand on connaît, mais quand on ne connaît pas du tout, très intéressant, justement parce que pris à la base avec toutes les étapes et tout le développement de l'économie. Et c'est très intéressant, sauf qu'un tel musée aurait dû être fait il y a 30 ou 40 ans, parce qu'aujourd'hui, on est sur le point de basculement où malheureusement il risque de plus servir à grand-chose. Mais on sent bien qu'il correspond à un besoin parce que, à la différence, peut-être, j'en sais rien, il faudrait plus approfondir, mais des anglo-saxons en général, les Français, leur culture économique est très limitée. Donc, évidemment qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas fait le lien et le rapport et l'importance comparée de ce qu'avait fait le CNR d'une part et du libéralisme économique réémergent. Si les gens sont peu cultivés en économie et en finance en général, c'est aussi que ce monde néolibéral a pris quand même grand soin de racheter l'intégralité de la presse écrite, la presse audiovisuelle, et que en fait c'est pas Pujadas, c'est pas Léa Salamé, c'est pas ces gens-là qui vont leur expliquer ce qui est en train de se passer. Et ils ont pris ce soin-là. Et donc les gens savent aussi ce qu'on leur raconte, la dette, on leur raconte voilà, enfin, la suprématie allemande, des ouvriers allemands qui travaillent beaucoup, bien mieux, etc. Enfin, on raconte tout un tas de fictions qui sont fausses, qui sont volontairement orientées. Et c'est peut-être aussi difficile pour les Français en général de savoir exactement ce qu'il en est des choses. Bien sûr que c'est une démarche volontaire de dire on prend la presse et on raconte un certain nombre de choses. Enfin, Libération, tous ces grands journaux de gauche sont quand même propriétés de milliardaires aujourd'hui. Et à part Plenel qui résiste, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, oui, c'est évident. Donc les gens ne savent pas en toute bonne foi. Peut-être qu'ils ne s'intéressent pas, mais j'ai l'impression que malgré tout, si on prenait le temps de leur expliquer un tant soit peu, peut-être qu'ils comprendraient. Je suis toujours émerveillé de voir quand même tous ces collégiens, ces lycéens qui ne sortent pas aujourd'hui de l'école de la République en étant parfaitement conscients que dans 30 ans, la vie sera peut-être plus possible ou du moins sera plus du tout la même. Et on ne nous le dit pas, il y a quand même quelque chose qui, les gens ne le savent pas, mais ils ne vont pas le chercher, ils ne sont pas curieux, mais c'est aussi qu'on ne leur dit rien. C'est évident. Le soir... 80% des gens sont à 8 heures devant Antenne 2 ou TF1. Je ne sais pas quel pourcentage est devant Arte. Ces informations et surtout 128 minutes derrière qui prend la peine justement de décrypter et d'éclairer. Mais ça reste l'exception. Évidemment, heureusement, il y a en effet Edoui Plenel et Mediapart. Et puis, oui, Blast, enfin, il y en a d'autres, hein, mais... Oui, moi, Bastamag, enfin, il y a quand même de vraies résistances écrites, voilà. Mais... Moi, je suis un fidèle de Socialter, de Uzbek Erika, de The Conversation, qui, je dirais, apportent d'autres éclairages, mais... faut aller les chercher. Ce monde néolibéral, la planète, donc tu le dis, et je rejoins évidemment totalement cette conviction, est en train de s'effondrer. Le vivant s'effondre. Oui. C'est une certitude. Ce monde néolibéral va s'effondrer avec la planète qui la porte. Comment
ce cancer fonctionne encore. Enfin, Ben, c'est étrange de dire, enfin, si quelqu'un se le dit, c'est pas comme ça que ça se passe, mais malgré tout, ils sont en train d'installer un système suicidaire et ils vont mourir avec. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à prendre un peu de recul par rapport à ça, dire on va faire autrement? alors, ce qui me rassure sur ce système suicidaire et sur le fait que tu dis ils vont mourir avec, c'est que, en effet, si on meurt, ce coup-ci, on risque de mourir tous, parce que les élites ne croient pas ou n'ont pas entendu ou n'ont pas du tout en effet entendu parler de la légende des Inuits et du Groenland. Groen en danois, ça se traduit par Grunen en allemand, par Green en anglais et par vert en français. La terre verte, Groenland, la terre verte, c'est pas vraiment ce à quoi on passe, on pense, mais en effet, on sait qu'il y a eu ponctuellement des petits réchauffements locaux dans le passé, et notamment au Haut Moyen-Âge, il y a eu un réchauffement de la pointe sud du Groenland qui fait que les Vikings, quand ils se sont posés là-haut, c'est sans doute les Vikings d'ailleurs qui ont découvert le continent américain, mais c'est une autre histoire, ils se sont installés sur place et ils ont prospéré pendant 1 siècle et demi, 2 siècles. Et puis, au bout de 2 siècles, le climat a progressivement repris ses droits, la glace a repris ses droits, et ils se sont mis à dépérir. Et les Inuits qui étaient à leur contact disaient, mais rentrez chez vous ou changez, adoptez notre mode de vie, parce que vous allez tous mourir. Et ils n'ont pas changé, ils ne se sont pas adaptés, et l'histoire raconte que les riches seraient morts les derniers. C'est pas une grande consolation. Aujourd'hui, si malheureusement l'humanité venait à disparaître, bien que les dernières interventions de Valérie Masson-Delmotte disent que les toutes premières mesures que l'on a prises, limitées encore, mais fait qu'on n'atteindrait sans doute pas les plus 5 degrés au tournant du siècle, au début du siècle prochain, et que donc une partie de l'humanité devrait survivre. Ce qu'on sait, c'est que dans cette partie de l'humanité, évidemment, il y aura, je dirais plutôt des élites, mais il n'y aura pas que des élites, parce que là, tout le monde risque d'être touché à travers la perte de la biodiversité et à travers les pandémies, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on n'en est qu'au début, qu'elles vont se multiplier. On parle de la résurgence de la malaria, entre autres, parce qu'avec le réchauffement climatique, le décalage de toutes les populations d'insectes, mais on va remonter sur toutes les latitudes. Les milliardaires de la Silicon Valley qui sont en train d'acheter en moyenne montagne, en Nouvelle-Zélande, d'immenses terrains pour se faire construire, pour pouvoir être à l'abri. Quelques milliardaires européens qui sont en train d'acheter en Finlande, en Norvège et en Suède, pareil, des propriétés pour pouvoir se rapatrier là-bas, ils peuvent également être touchés par cela. Donc, je ne dirais pas que c'est rassurant, mais sur un plan de justice, on sait qu'ils peuvent très bien ne pas être à l'abri. Le dernier film, en plus de Marie-Monique Robin, sur la fabrique des pandémies, montre bien l'enchaînement entre l'homme et l'humain et comment, justement, la perte de biodiversité risque de multiplier cela. De toute façon, les milliardaires ne sont milliardaires que dans une convention financière acceptée. Bien sûr. Rien ne prouve que d'être milliardaire dans 50 ans serve à quoi que ce soit, puisqu'on ne sait pas du tout cette financiarisation du monde où elle en sera en fait. Est-ce qu'on continuera de spéculer ? C'est
peut-être plus possible de l'imaginer. Et puis, de toute façon, un milliardaire isolé, un milliardaire qui n'a pas tous ses esclaves autour, enfin, tous ces gens qui fabriquent ses biens. Le dernier yacht qui est sorti est carrément plaqué or aujourd'hui. Enfin, on arrive à des niveaux de stupidité absolue. Mais enfin, s'il n'y a pas d'ouvriers, s'il n'y a plus toute... et si, peut-être s'il n'y a plus non plus cette fiction, si les gens n'y croient plus à ce modèle économique, peut-être que de toute façon, même eux n'ont plus aucune chance d'être des milliardaires, d'être des élus. Parce qu'aujourd'hui, c'est des pharaons à peu près, enfin, c'est de cet ordre-là. Mais combien de temps le resteront-ils si la fiction disparaît ? Si les gens ne le veulent plus, si les gens ne le comprennent plus, rien ne prouve que ça puisse les aider dans un autre monde, dans un monde d'après. Oui, tout à fait. Bon, on sait bien en effet que la finance des milliardaires a un côté, je dirais, assez fictif. Oui, ils le savent. Quand on voit les valorisations qui sont données aux actions d'un Elon Musk, par exemple, c'est totalement délirant. Mais n'empêche qu'avec ces valorisations, ils achètent X biens matériels, X propriétés, qui fait que même si on divise leur fortune par 100, ça en fait encore pas mal. Alors, cet Homo sapiens, qui a 200 000 ans, grosso modo... 300 000 maintenant. Peut-être, ça remonte, je sais que 250... 300 000, on a découvert au Maroc, au Djebel Irgun, une grotte qui avait déjà été explorée il y a près de 60 ans. Un jeune chercheur, parce qu'il était intrigué par un certain nombre de choses, s'est remis dessus, il a réussi à entraîner un certain nombre de paléoanthropologues et ils ont réussi à identifier de façon certaine que les restes qui peuplaient cette grotte, ce n'étaient pas des Homo habilis ou des Néandertalensis, mais que c'était bien des sapiens sapiens. Donc 300 000 ans aujourd'hui. Ouais. Donc en 300 000 ans, en un siècle, c'est-à-dire rien, une paille minuscule, on est au bord d'un effondrement de la vie sur cette planète. Qu'est-ce qui fait que cet Homo sapiens porte en lui cette espèce de folie, cette espèce de démence qui le pousse à tout détruire? On connaît l'histoire. Chaque fois que l'Homo sapiens est arrivé sur un continent, tous les grands mammifères ont disparu, etc. On sait qu'il porte en lui cette espèce de propension au génocide et à la destruction. Là, c'est lui-même qui risque d'y rester. Ça vient d'où, ça? Tu as une idée? Alors, je dirais qu'il faudrait parler de l'accélération, parce que là, quand on fait en effet allusion au continent, on pense à l'Australie, on pense à la Tasmanie. Mais aussi à tous les autres hominidés, qu'au présent, ils les ont quand même éradiqués très vite. Oui, par le fait essentiellement des maladies. Aussi, bien sûr. Par le fait des dégénérescences. J'aime bien l'hypothèse, par exemple, de Néandertal. Je suis périgourdin et je me plais à rappeler que je porte 2 à 3% de gènes néandertaliens, dont je suis particulièrement fier. On sait que l'une des hypothèses de la disparition de Néandertal, c'est qu'à la différence de Homo sapiens, qui a une capacité, je dirais, de créativité permanente, un Néandertal apprenait très peu au cours de sa vie. Et quand il naissait, il avait déjà, un peu comme le monde animal, dans ses gènes, tout ce qu'il devait savoir. Mais malgré tout, au fur et à mesure des générations, des milliers de générations, Néandertal, l'origine est autour de moins 600 000, eh bien, il accumule des connaissances et son crâne grossit. Et c'est parce que son crâne, à un moment donné, devient trop gros que les femmes ne peuvent plus accoucher et qu'elles meurent en couche. Ce que je dis n'est pas vérifié scientifiquement, mais c'est une des théories que j'aime bien. Homo sapiens, eh bien, mais il se conduit, je dirais, comme n'importe quel prédateur dominant qui, à un moment donné, parce qu'il domine trop, tue tout ce qui lui résiste et puis disparaît lui-même parce que
c'est pas dans la nature animale, ça. Harari explique très bien pourquoi les lions, qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, ne vont pas détruire le monde. Ils vont mettre 2 millions d'années à devenir des lions et des prédateurs absolus. L'environnement, 2 millions d'années, a le temps de s'habituer à ces nouvelles bêtes. Et le lion, finalement, ne se développe pas trop et prend ce qu'il a à prendre dans la nature et en reste là. C'est le premier animal, quand même, l'Homo sapiens, à ne pas du tout se contenter de ça. Lui, il va tout détruire et se détruire aussi lui-même. Il y a quand même une démence, un excès, je ne sais pas comment ça peut se qualifier, qui le pousse quand même à sa destruction. Ce qui n'est pas le cas des vrais prédateurs, en fait. Alors, à l'échelle du temps, c'était quand même, je dirais, très progressif. Évidemment, il y a une accélération phénoménale à partir de la révolution industrielle. Oui. On la date généralement de 1770 en Angleterre, où là, en effet, par un certain nombre de progrès matériels et scientifiques, on a une accélération phénoménale. C'est en 1800 qu'on touche le premier milliard. Quand on raconte l'histoire de la population, on commence en général à 250-300 millions à Jésus-Christ. Pendant tout le haut du Moyen-Âge, ça ne bouge pas. On arrive à l'an 1000, à peu près à la même population, à 300 millions. Mais avec la deuxième partie du Moyen-Âge et surtout avec la Renaissance et les temps modernes, là, ça commence évidemment les énergies fossiles, beaucoup. à se développer. Et en effet, les énergies fossiles, on commence à s'inquiéter. En effet, à partir du XVIIIe siècle, on touche le premier milliard en 1800, le deuxième en 1927, et ensuite c'est la phénoménale accélération. Je connais bien tous les chiffres, mais bref, je ne vais pas les égrener ici. Là, ensuite, je me demande s'il ne faut pas voir un peu l'influence de la religion ou des religions. On pense évidemment à l'univers catholique et la séparation homme-nature, et en particulier la séparation vis-à-vis du monde végétal et surtout du monde animal. Mais on peut penser aussi au monde protestant, et avec en particulier vis-à-vis du monde de l'argent, pas du tout, je dirais, les mêmes complexes de l'univers catholique, et au contraire, je dirais, une reconnaissance du fait qu'une aisance matérielle est aussi une récompense de Dieu. Donc en fait, il n'y aurait pas, peut-être, pas quelque chose qui serait viscéralement, enfin une dérive qui serait viscéralement celle de l'Homo sapiens, ce serait plutôt des fictions politiques, des fictions qui en fait s'implantent dans les cerveaux de ces Homo sapiens et les poussent vers une certaine folie. Il aurait pu partir ailleurs, cet Homo sapiens. Il pourra un jour partir ailleurs. Eh bien, espérons-le qu'il puisse partir ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai que parler d'espoir, c'est Nicolas Hulot à qui on disait un jour mais vous n'avez pas un peu d'optimisme malgré tout? Et il répond, il faudrait être fou pour être optimiste. Et sur l'espoir, il y a des tas de citations. Une des plus belles, je ne m'en souviens plus, c'est Corinne Morel-Darleux qui en parle, qui est assez fabuleuse, mais il y a celle tout simplement de Greta Thunberg, qui dit quand on parle d'espoir, il ne faut pas parler d'espoir dans l'absolu. L'espoir, il est dans l'action. Quand on agit, là on retrouve l'espoir. Cette grande phrase de Corinne, autant couler en beauté que flotter sans grâce, un truc, nager sans grâce. Oui, en effet, on y fera peut-être une allusion tout à l'heure, mais Corinne Morel-Darleux va être celle qui va inaugurer la fête des possibles. Elle vient à Saint-Étienne, accueillie par la librairie L'Une et l'Autre pour son dernier
roman qui est, je dirais, totalement une fiction, mais en effet, elle s'est surtout fait connaître par ce magnifique bouquin, Oui, plutôt magnifique, ouais. Couler en beauté que flotter sans grâce, Oui, en effet. Donc cet Homo sapiens court à sa perte, malgré tout, malgré le rachat de la presse, malgré le rachat de la fiction, malgré le mal que se donne ce monde néolibéral pour se justifier, pour nous rassurer, pour nous dire que c'est la seule issue. Il y a beaucoup de ça dans les discours politiques. De toute façon, si on ne fait pas ça, on est perdu. Si on n'est pas assez performant, on va être mangé par l'Allemagne. Et de toute façon, l'Allemagne risque d'être mangée par l'Inde et l'Inde va être mangée par la Chine. Et que dans cette espèce de concurrence effrénée, à part essayer de courir toujours plus vite que les autres et d'aller encore plus vite se jeter dans la falaise, il n'y a pas d'autre solution. Malgré tout, et c'est là que ta présence ici a tout son sens, il y a quand même une vraie résistance qui s'organise. Il y a quand même partout des gens qui sont de moins en moins convaincus qu'il y a un espoir derrière cette course effrénée au pouvoir, au profit, à l'armement. Et c'est là donc, Joël Marty, que ce serait bien que tu te présentes, toi, ton travail, et comment, à ton âge, encore, c'est tout à fait admirable, tu es plein de convictions, plein d'envie, plein d'espoir, et que tu continues de tenter l'impossible et à ta mesure, donc d'essayer d'inverser un peu cette course effrénée à la disparition de la vie sur Terre. Oui, à ma mesure, à ma modeste mesure, soyons. On en est tous là. Soyons lucides. On en est tous là. Et je suis un résistant, je dirais, relativement récent. J'ai basculé donc il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, mais j'ai basculé parce qu'il a fallu la retraite pour cela. La retraite qui m'a donné la disponibilité intellectuelle et physique, intellectuelle d'entendre, physique de donner suite, à un discours que si j'avais entendu le même discours, c'était une conférence à l'époque sur la fin des énergies possibles, la fin des matières premières, le pic pétrolier, et conférence très intéressante qui se terminait par la présentation des villes et territoires en transition. C'était un certain Benoît Thévard à l'époque qui était intervenu à l'occasion d'une assemblée générale d'Hélios, et j'ai eu un flash. Parce que j'ai compris ce soir-là ce que 60 ans de vie précédente ne m'avaient pas permis de comprendre, et en particulier parce que ma vie professionnelle très engagée à 150% dans le monde des entreprises avec un certain nombre de responsabilités évidemment, faisait que quand j'entendais un discours comparable auparavant, le lendemain, il y avait le quotidien qui était là, il y avait les multiples tâches plus ou moins passionnantes à faire chaque jour, mais qu'il fallait faire, et que donc le discours de la veille, on l'oubliait. Là, j'ai eu la chance d'être à la retraite, donc d'avoir le lendemain toute la disponibilité physique et intellectuelle pour y donner suite, et en effet, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer Loire en transition, à l'image, dans l'esprit des villes et territoires en transition, tels que l'avait créé Rob Hopkins en 2006 dans les Cornouailles en Angleterre. D'accord, donc c'est cette retraite, ce temps qui t'est rendu en fait, qui te permet quand même de porter un autre regard, d'avoir le temps de t'interroger sur un regard où je dirais, c'est pas l'objet, mais la Maison Mémérou doit beaucoup au Covid en fait, parce qu'effectivement on s'est retrouvé avec du temps. Bien sûr. 2 années, on n'a pas trop travaillé, et où suivre une conférence, c'était devenu quotidien, ou lire un livre, ça prend 2-3 jours, mais j'ai pu en lire énormément, mais pas que moi en fait. Et j'ai l'impression qu'effectivement, cette espèce d'injonction à vivre néolibérale qui nous pousse toujours devant, qui nous oblige toujours à en faire plus, qui nous contraint, et puis finalement nous formate en fait, et nous empêche d'avoir ce recul nécessaire pour se dire en fait on court après quoi au juste. Et j'ai l'impression que effectivement le Covid et peut-être la retraite et peut-être ces moments où justement on a la possibilité de s'intéresser un peu à soi et au sens de ce qu'on porte
peuvent changer radicalement les choses. Oui. Quand même, pour lutter contre cette idéologie néolibérale, protéiforme, absolument implantée dans tous les esprits, dans tous les rouages des républiques, des pays, quelle que soit d'ailleurs la forme politique sous-jacente. Ça peut très bien s'adapter à n'importe quel modèle politique, en fait. Est-ce qu'on arrivera quand même à l'enrayer? Est-ce qu'on arrivera à le retourner par ces... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, des îlots de résistance, des archipels, est-ce qu'on a une chance quand même d'arriver à endiguer Il y a une chance, évidemment, par la multiplication des initiatives de résistance, de transition. On le voit bien, je dirais surtout depuis le Covid, où ça a explosé, ça s'est vraiment multiplié. Mais il y a un mot, je dirais qui est un des mots principaux de la transition, qui est le mot de résilience. Oui. On s'aperçoit que malheureusement, le capitalisme, le néolibéralisme, ils ont leur résilience qui est assez extraordinaire. Extraordinaire, oui. Cette capacité, je dirais, de s'adapter et d'essayer de récupérer les théories américaines qui fleurissent sur la récupération de la nature, la marchandisation de la nature, le fait de prendre conscience de la valeur de la nature, mais justement de la marchandiser, fait que parce qu'on donnerait un prix à la nature et à ses différents aspects, eh bien on l'userait beaucoup moins, et dans ce cas-là, on pourrait, je dirais, se sauver en l'économisant beaucoup plus. Bref, c'est assez incroyable, cette capacité du capitalisme à mettre tout en chiffres. C'est Spencer qui commence par réinterpréter Darwin pour justifier justement cette thèse libérale absolument féroce. Tout est bon, ils font feu de tout bois et tout explique cela. Et c'est vraiment protéiforme, ça s'adapte à tout, effectivement, c'est une résilience totale. Et justement, comment arriver à résister à ça, essayer de changer ce discours, changer cette fiction, c'est-à-dire d'arriver à expliquer aux gens en fait que... Alors, est-ce que ça va être la peur parce que l'écologie va rattraper tout le monde? Ça, c'est possible. Mais si raisonnablement, ça paraît difficile de contrarier cette marche libérale. C'est pas facile quand nos dirigeants font tout pour qu'on s'en aperçoive pas. Ton allusion à Darwin me rappelle l'un des premiers discours de Macron. Macron est élu donc en mai 2017 et c'est en octobre, je crois, qu'a lieu le premier G7 auquel il participe. Et là, évidemment, il y a toute l'élite gouvernementale mondiale et surtout toute l'élite des multinationales qui sont là. Bref, on est à Davos, c'est un rendez-vous qui est maintenant régulier et Macron s'en donne à cœur joie avec un super discours. France is back, vous allez voir ce que vous allez voir, la France est de retour. Et bref, très grandiloquent, très, je dirais, je suis là, nous sommes là, la France est là. Et à un moment donné, à un point de son discours, il dit il faut quand même qu'on fasse attention parce que si on n'y prend pas garde, Darwin va remplacer Schumpeter. Pour ceux qui ne seraient pas familiers, Schumpeter, l'un des principaux théoriciens du capitalisme, Darwin, là tout le monde connaît, Darwin c'est l'adaptation, mais on oublie aussi l'autre partie, ou la disparition. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à s'adapter, on disparaît. Et donc, il dit, il faut qu'on fasse attention parce que
Darwin va finir par remplacer Schumpeter. Waouh! À ce moment-là du discours, on se dit, bordel de Dieu, il a compris. Sauf que 3, 4, 5 phrases plus loin, continuant son discours, ce qu'il dit, c'est « et il faut qu'on fasse attention, parce que les peuples sont en train de s'en rendre compte. » Donc on voit bien toute la perversité. Il ne faut pas qu'on fasse attention parce que ça a tout risque de s'effondrer et qu'on risque de disparaître, mais il faut qu'on fasse attention parce que les peuples sont en train de s'en rendre compte. Au secours, quand on a le président de la République française qui tient ce discours-là, dont on comprend qu'il a parfaitement compris là où on risquait d'aller, et que tout ce qui l'inquiète, c'est que le peuple s'en rende compte, parce que, sous-entendu, eux, ils s'en sortiront toujours, qu'ils croient. J'ai déjà eu l'occasion de faire allusion tout à l'heure au fait que j'en étais beaucoup moins persuadé, mais qui croient qu'eux pourront s'en sortir toujours, alors que le peuple ou les peuples risquent de disparaître. Tu penses vraiment qu'il y a ce cynisme, qu'il est aussi clair que ça ? Ils savent qu'ils nous jettent dans un mur, c'est totalement conscient, et qu'ils se disent, bon, pour le moment, on va pouvoir jouer encore 10, 20, 30 ans. Mais ils en sont parfaitement conscients. Je pense que c'est confus. Non, je pense c'est que... confus, oui. Oui, je pense que c'est confus. Je pense il n'y a que pas de volonté derrière. Voilà, le cynisme n'est pas à ce point-là. Il y a quelque part l'idée qui baigne une bonne partie du monde économique, c'est que l'intelligence humaine, la créativité humaine, les capacités d'innovation technologique font qu'on va trouver des solutions. L'homme s'en est toujours sorti. L'homme a toujours trouvé les solutions. On va trouver les solutions. Hein. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement... La géo-ingénierie, c'est ça ? Entre autres, la géo-ingénierie et toutes ces absurdités. Oui, comment il s'appelle, le théoricien du transhumanisme, là. Oui. J'aperçois dans ces papiers, c'est du délire absolu. Bref, c'est évident qu'il y a la confusion, mais je crains qu'il y ait malgré tout une bonne part de cynisme. Donc... Joël, on commence à tout doucement comprendre ce que tu fais, toi, ton travail, ce que font d'autres. Comment cette résistance s'organise ? Est-ce qu'elle est totalement désorganisée, disparate, et elle est dans l'air du temps comme ça, mais n'a pas de forme précise ? Ou est-ce que c'est quand même un corps qui est en train de prendre une forme plus organisée, plus précise, plus... Alors, ça s'organise pas à pas aussi rapidement évidemment qu'il faudrait. Le motif d'espoir, c'est cette multiplicité d'initiatives différentes. Quand, avec les colibris, à l'époque, on décide, tout début 2014, de créer le CTC 42, d'abord le CTC, Collectif pour une transition citoyenne. C'était un collectif qui s'était créé au plan national en 2000 et qui se retrouvait, un certain nombre de grandes associations qui se retrouvaient tous les ans au week-end de Pentecôte à Cluny, lieu hautement symbolique. Et en 2013, il lance le message de dire maintenant, il faut décentraliser, il faut qu'au plan national, il faut que les territoires montent des collectifs locaux. On se rapproche à l'époque Loire en transition et les colibris, et on identifie, on commence à avoir repéré un certain nombre d'organisations émergentes. J'utilise le terme d'organisation parce que très grosse majorité d'associations, mais quelques collectifs informels et quelques entreprises également qu'on a repérées, même si la majorité de ces entreprises sont des scopes. Bref, on invite un maximum de gens que l'on connaît, qu'on a repérés comme cela. 35 viennent, ils représentent 21 organisations différentes. On débat toute une matinée sur la déclaration commune qui avait été faite au plan national par le CTC et qui est une sorte de charte, qui est devenue notre charte. Et en fin de matinée, banco, on dit OK, on signe et on crée
le CTC 42, Collectif pour une transition citoyenne, dans la Loire. Et ça a été le premier rassemblement. Ensuite, évidemment, au fur et à mesure que les mois et les années ont passé, un certain nombre nous ont rejoints. Nous sommes 72 aujourd'hui, et donc c'est une relative fierté. Mais soyons honnêtes et ne nous caressons pas le nombril, il n'y a pas que des réussites, il n'y a non pas des échecs, mais il y a je dirais, des manques qui ont été compensés par ailleurs. Par exemple, sur le fait des actions concrètes sur le terrain autour du monde de l'agriculture et de l'alimentation, malgré des tentatives infructueuses que l'on avait fait, nous, d'autres se sont retrouvés, et il y a eu d'autres initiatives qui se sont créées, comme la Fabrique de la Transition, par exemple, à qui il faut rendre hommage, parce qu'ils ont réussi à créer quelque chose de concret, de porteur, qui est encore d'envergure limitée, mais qui est plutôt porteur de futur. Ce sont ces différentes initiatives qui sont, malgré tout, en effet, relativement porteurs d'espoir. Ça peut... la question, enfin naïve évidemment, ça peut suffire un jour? Un jour. Non, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, des hypothèses, l'effondrement, en admettant qu'il ne soit pas instantané, extrêmement rapide, extrêmement puissant, est-ce qu'on peut avoir l'espoir que la dégradation devienne suffisamment forte pour que les gens aient peur, pour que les gens se rendent compte qu'on vit dans une fiction qui n'a plus d'avenir, et qu'effectivement se raccrochent tout doucement à toutes ces initiatives en disant, en fait, c'est peut-être quand même beaucoup plus porteur d'espoir que ce qu'on nous a vendu jusque-là. Oui, tu ressens ça, toi? C'est déjà ce qui se passe, à une échelle trop limitée. C'est évident, mais c'est déjà ce qui se passe. Des gens qui se raccrochent à des initiatives comme cela, du côté des jeunes, du côté des étudiants, ce qui est en train de se passer est quand même, je dirais, très significatif. Bon, tout le monde a entendu parler de cette déclaration des jeunes de Agro Paris Tech, qui, le jour de la remise de leur diplôme, dénoncent l'enseignement qui a été le leur. Ils viennent de recevoir leur diplôme et ils considèrent que ce qu'ils ont appris ne va leur servir à rien ou à peu de choses pour le futur. Donc c'est déjà en mouvement. Mais évidemment, on n'a pas encore sans doute le seuil suffisant. C'est sans doute l'accumulation des effondrements, je dirais, ponctuels, parce que l'effondrement, il faut bien avoir conscience que l'effondrement n'est pas quelque chose qui va arriver. L'effondrement, il est déjà là, bien sûr. En cours. Fréquemment, avec des amis, certains me disent « Oui, tu nous dis qu'on va dans le mur. » Et je dis « Non, on ne va pas dans le mur. Parce que si on allait dans le mur, on le verrait déjà. Peut-être un peu dans le brouillard, peut-être pas très net, mais on le verrait, le mur. La réalité est beaucoup plus perverse que cela. Ce sont des seuils que l'on franchit, certains seuils qu'on a déjà franchis, et d'autres qu'on va franchir, et qu'on ne voit pas automatiquement. Mais il y a un point quand même d'indignation, je ne sais pas comment on peut dire ça, un point d'indignation qui semble être presque atteint ou pas loin, parce que là on parle d'écologie, et c'est important, et c'est évidemment, enfin, il y a aussi les violences sociales, enfin, ce monde néolibéral est d'une férocité par rapport aux plus faibles. Les habits qu'on porte, tous sont fabriqués dans des camps de concentration ouïghours ou enfin, dans le reste du monde. On voit bien qu'il y a ce cynisme, enfin, de la souffrance des gens, la souffrance des animaux,
l'animal est quand même réduit à un esclavage absolu. Je crois qu'il ne reste plus que 7% des animaux qui sont encore sauvages. Tous les autres sont quand même dans des usines pour souffrir et mourir, pour nous servir, enfin servir ce monde. Les violences sociales sont très très fortes et j'ai l'impression quand même que ça aussi, ça va finir par s'agglomérer et se retrouver autour de l'écologie et autour d'un changement de monde plus global encore. Parce que les gens souffrent, souffrent partout. Ouais. Pour réagir plus particulièrement sur les animaux et sur les masses, en effet, tu viens de dire 7%, le chiffre de la masse des organismes vivants, on a fait allusion tout à l'heure à l'anthropisation et au début de l'action néfaste de Sapiens. Il y a encore 30 000 ans, la faune sauvage représentait 95% du vivant sur Terre. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 3%. L'homme et les animaux pour son alimentation, tout l'univers des bœufs, des porcs, des poulets et expérimentation compagnie. Aussi. Expérimentation aussi. Évidemment, c'est ça qui représente 96-97% de la masse vivante. C'est évident qu'un tel déséquilibre ne pourra pas être supportable. Donc en fait, cette lutte pour le vivant, cette lutte pour l'écologie, parce que c'est un peu porté par ça, et c'est probablement par ce bout-là que les gens ont le plus vite peur et peut-être vont réagir plus vite, mais il rejoint quand même des luttes sociales et rejoint quand même des luttes pour la condition animale. Il y a quand même un ensemble de dysfonctionnements qui ne se résument pas à l'écologie. Bien sûr, bien sûr. Le phénomène des gilets jaunes, quand on ne veut pas s'arrêter évidemment à la goutte d'eau de l'apparence des 6 centimes de taxes supplémentaires, qui a provoqué le mouvement, mais qui en effet n'était qu'une goutte d'eau. Il n'y a que, je dirais, les esprits trop simples ou partisans qui s'abritent là derrière. Ce mouvement a bien montré les excès de notre société, la dichotomie énorme entre je dirais tout ce qui paraît le haut de la société et les grandes métropoles en particulier, et tout le monde rural et néo-rural, où avec un SMIC ou un SMIC et demi pour un foyer de 4 personnes, quand il y a fréquemment un SMIC temps plein et puis un demi-SMIC de temps partiel, permet tout juste de survivre, et que dès qu'il y a une dépense un petit peu importante ou une augmentation imprévue d'une dépense, on est tout de suite, je dirais, au goulot d'étranglement, et on est tout de suite à la limite de la survie. Donc, c'est évident. Les Restos du Cœur distribuent des repas à des gens qui travaillent aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Travailler ne suffit pas à survivre. C'est plus compliqué que ça. Tout à fait. Et dans le monde étudiant en particulier, c'est évident. Je crois que c'est de l'ordre de 10% des étudiants qui vivent maintenant grâce à l'aide alimentaire. C'est évident que cette pression sociale n'est pas supportable et que tôt ou tard, on va avoir, je dirais, quelque chose qui ressemblera à un mai 68, mais je crains que ça ne sera pas aussi gentil, entre guillemets. Ce qui fait peur dans ce qui peut arriver, c'est l'échelle. C'est que l'échelle de cet effondrement planétaire, pour le coup, cette fois, c'est ça, l'échelle des choses. Peut-être que le Troisième Reich... l'Espagne de Franco et l'Italie de Mussolini, enfin tout ça, ce soit des blagounettes quantitatives. Parce que le GIEC attend des déplacements de population par centaines de millions d'individus. Et ça va créer des désordres à une échelle que l'humanité n'a jamais connue.
Parce que déjà, les quelques migrants qu'on reçoit, c'est un problème Mm. insoluble, mais on n'a pas idée de ce qui va arriver. Eh bien, il y a des chiffres, je dirais, que le GIEC a produits qui sont assez éloquents. 2050, tel qu'on est parti actuellement, c'est près de 40 cm d'élévation du niveau de la mer. Alors, pas automatiquement, uniformément, mais accompagné à un moment donné par des mouvements tels que El Niño, tels que les mouvements de la mousson dans l'océan Indien. Bref, mais c'est l'ordre de 40 cm. 40 cm, c'est 600 millions de personnes qui sont directement touchées. Donc, fatalement, on voit tout de suite l'échelle de ce que ça donne. Et simultanément, il y a des zones qui seront tellement chaudes que les gens ne pourront plus y vivre non plus. Donc on va avoir des déplacements. Peut-être le milliard sera avancé un jour. On risque d'avoir effectivement des dysfonctionnements à une échelle qu'on n'a jamais imaginée. Bien sûr. On entend fréquemment sur, je dirais, les infos, le chiffre de la population de 10 milliards en 2050. Bon, pour fixer les idées, on est à 7 milliards 900 millions et quelques. On doit toucher les 8 milliards autour du 1er février de l'année prochaine, entre le 15 janvier et le 15 février de l'année prochaine. On a tout pour ça, je dirais, tous les chiffres qui sont régulièrement suivis, puisqu'on sait que pendant qu'on parle, il y a 2 personnes qui meurent, mais il y en a 4 qui naissent, donc à chaque seconde, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Il y a eu un petit ralentissement depuis la fin des années 90, mais malgré tout, le rythme reste à ce niveau-là. En gros, c'est, pour faire plus simple, c'est 1 milliard de plus tous les 12 ans. Donc théoriquement, ça fait 8 milliards en 2023, 9 milliards en 2035 et 10 milliards en 2047. Personnellement, je serais très heureux si en 2047, je n'y serai sans doute plus, mais je serais très heureux si en 2047, il y avait 10 milliards de terriens. Ça voudrait dire que l'essentiel de l'effondrement n'aurait pas eu lieu ou que les effondrements partiels n'auraient pas été suffisants pour créer, je dirais, une hécatombe. J'en suis malheureusement pas du tout convaincu, je suis même à peu près convaincu du contraire. On aura des effondrements partiels ? Est-ce que c'est envisageable ? Des territoires avec des effondrements et des recompositions, pour le coup, qui abandonneront cette mondialisation totale et qui diront, bon, finalement, sur ce territoire, on peut vivre le nombre qu'on est et arriver par des solidarités, par un travail intelligent, par, pour le coup, une technologie adaptée parfaitement et qui ne soit pas folle, arriver à peut-être recomposer l'humanité autour d'entités beaucoup plus petites que cette mondialisation, sans nous le dire. Peut-être, ça peut-être, et c'est même ce à quoi on arrivera concrètement pour ceux qui survivront. Mais cet effondrement, je dirais pour ceux qui pourraient avoir encore des doutes, il est déjà acté dans l'Afrique de l'Ouest. Regardons ce qui se passe en Somalie, en Érythrée, au Soudan, de l'autre côté du détroit d'Aden, le Yémen, en remontant au Moyen-Orient, l'Irak, évidemment, l'Afghanistan, la Syrie. Est-ce qu'on peut parler d'États qui n'ont même pas le semblant de gouvernement qui existe, mais d'États tout simplement viables, d'États qui sont complètement effondrés. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas tendance à diminuer. Et ça a plutôt tendance à se propager. Quand on voit, d'autre part, l'évolution des différents régimes au niveau mondial, où le nombre
de régimes de type fascisant, plus ou moins aigu, est en train de se multiplier. L'Italie est en lice en ce moment. L'Italie, entre autres, très court avec, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Mais bref, c'est évident qu'il est difficile de nier une évolution qui ne nous touche pas encore. Mais si on parlait à nos 15 millions de pauvres, je me bats régulièrement avec des amis que je n'ai pas totalement perdus de mon ancien univers, qui confondent totalement la notion de pauvreté et la notion de misère, et qui considèrent que ce qu'on appelle pauvres en France ne sont pas des pauvres, comparés au reste de la planète. Mais dès qu'on pousse un peu, ils sont bien obligés de reconnaître qu'avec moins de 900 € par mois, aujourd'hui, c'est... Surtout dans un pays dans lequel, dans cette fiction libérale, les références ne sont que sociales, enfin que financières. Les gens ne sont pas que pauvres. C'est pas tellement qu'ils mangent pas tout à fait autant qu'ils voudraient ou qu'ils n'ont pas les habits qu'ils voudraient. C'est qu'en fait, on est dans un référencement de qualité. C'est comme ça. On se positionne les uns des autres dans le corps social à travers l'extériorisation de nos biens, de nos capacités. Et ces gens-là sont mis à l'écart aussi parce qu'ils ne peuvent pas donner le change, parce qu'ils n'ont plus les moyens de montrer qu'ils ont réussi quelque chose. Parce qu'on ne réussit que ça, en fait. Que avoir de l'argent et des biens et des belles voitures et voilà, et ce n'est plus que ça, et qu'en fait ils sont pas seulement pauvres, mais ils sont humiliés par ce monde qui leur dit mais vous n'êtes pas à la hauteur. Hors micro, on faisait allusion précédemment à l'ascenseur social relatif qu'on avait connu à la fin des années 50, années 60 et peut-être encore début des années 70. On sait qu'aujourd'hui, il est totalement en panne. Des études ont montré, je crois, qu'il fallait 6 générations pour arriver à espérer changer de classe sociale. C'est évident qu'aujourd'hui, des fractions entières de la société vivent les uns à côté des autres, mais sans aucune communication. Ça fait plus nation. Ça fait plus nation, oui, on ne parle plus le même langage, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes habits. En fait, oui, effectivement, ce sont des mondes totalement séparés. Et on entend beaucoup parler d'incivilité, énormément partout dans la presse, dans les dernières élections présidentielles, on ne parle que de ça. Mais en fait, c'est même pas de l'incivilité, c'est juste des gens qui ont des référentiels qui sont plus du tout les mêmes que ceux d'à côté. Et ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Enfin, c'est juste qu'il n'y a plus rien qui fasse état. Oui, tout à fait. On n'est plus dans un moule commun, on n'a plus une république. C'est vraiment ça, derrière ce qui nous aurait éduqués, qui nous aurait pris dès l'enfance, qui nous aurait donné une fiction commune et des intérêts communs. C'est chacun fait ce qu'il peut. Ce qu'on disait du capitalisme, il n'y a qu'un seul parti et c'est moi, quoi. Alors justement, on parlait d'élections. Ces dernières élections présidentielles, pourquoi cet effondrement? On n'en parle pas. Pourquoi tous ces problèmes sociaux énormes? Pourquoi cette difficulté de vivre d'énormément de gens? Ça passe sous les radars, on n'en entend pas parler. On continue de bricoler des choses, mais on a l'impression que frontalement, on n'assume pas du tout ce qui est en train de se vivre. Oui, c'est là qu'en effet, on sent que le niveau d'information en général est très faible, parce qu'il y a eu quand même un Jadot et un Mélenchon qui en ont, je dirais, parlé, pas suffisamment peut-être, mais qui ont eu, à un moment donné, pas que des allusions, mais des références, je dirais, assez évidentes. Mais c'est là où la connaissance des gens, où le fait que le rapport du GIEC soit pas du tout suffisamment vulgarisé, le fait que le rapport du GIEC aussi, il a fallu attendre le 6e rapport du GIEC
pour qu'il se décide à dire enfin qu'il n'y avait plus aucun doute, le dérèglement climatique était bien dû à l'homme, parce que tant qu'il y avait un doute, eh bien, tous les grands décideurs, les politiques en premier, s'abritaient derrière ce doute. C'est évident que là, la vulgarisation n'est pas suffisante. Il y a eu une enquête journalistique qui avait été faite il y a un an, en août. Le dernier rapport sort le 6 août et je ne me rappelle plus qui c'est qui fait l'enquête, mais en tous les cas, il parcourt les kiosques et il ramasse tous les grands quotidiens. C'est sur Paris. Paris et l'approche périphérie. Il ramasse tous les grands quotidiens. Il y a quelques allusions sur le Figaro, sur Le Monde, sur Libération, mais pas évidemment un gros titre en première page, une colonne en première page et un renvoi à l'article intérieur, rien qui accroche réellement, mais surtout dans les kiosques, les gens qui achètent dans les kiosques, ce sont, entre guillemets, ce qu'on appelait autrefois le français moyen, et sur Paris et la banlieue parisienne, 80 à 85% des lecteurs de journaux achètent Aujourd'hui en France et Le Parisien. Et sur Aujourd'hui en France et sur Le Parisien, aucune allusion. Aucune allusion au rapport du GIEC qui vient de paraître et qui vient de sonner l'alarme et qui vient de dire et d'affirmer notamment l'homme, l'action de l'homme est bien responsable du dérèglement climatique. Donc c'est évident que tant qu'il n'y a pas, je dirais, une vulgarisation plus large, tant qu'au JT de TF1, tu ne crois pas à Pujadas, toi? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Il y a quelqu'un vis-à-vis, tu l'as cité tout à l'heure, vis-à-vis de qui j'ai un sentiment ambigu, c'est Salamé. Léa Salamé, parce que je suis un assez fidèle auditeur de France Inter et que j'écoute le matin. Et de temps en temps, elle a quand même des questions pointues et je me dis, bon, ça y est, ok, elle a compris. Mais en même temps, de temps en temps, elle a de ces, je dirais, inconnaissances incroyables. Il y a 1 an et demi, 2 ans, elle reçoit Cyril Dion. Et Cyril Dion, donc l'auteur de Demain, le co-créateur des Colibris. Et Cyril Dion développe son discours. Et elle lui dit mais merde, vous êtes vraiment trop pessimiste et puis vous êtes vraiment trop frustrant. Moi, quand je vous écoute, j'ai qu'une envie à midi, c'est de me commander une entrecôte bien saignante et de bien en profiter. Le hasard fait que 3 mois après, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle le reçoit à nouveau et elle a compris, il s'est passé quelque chose et elle lui présentait ses excuses à ce moment-là. Mais c'était quand même énorme, quoi. C'était, oui, il y a 2 ans environ. Donc... J'ai entendu des choses un peu de cet ordre-là te concernant, le côté totalement déprimant. Mais oui. Malgré tout, pourquoi les gens, ça fait sûrement partie du dysfonctionnement, les gens ne votent plus. Ces dernières élections, les gens ont très peu voté. Ils n'ont plus du tout confiance, j'ai l'impression, dans cette démocratie représentative, en fait. Ouais. Parce qu'ils ne votent pas, mais certains comprennent quand même. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se déplacent pas. Qu'est-ce qui fait que cette République s'est vidée de ce sens-là? Oui. Étant gamin, au collège, au lycée, on avait des cours d'instruction civique. Oui, ça s'est un peu perdu. Est-ce que les gens n'ont pas compris que ça servait à rien? Pour beaucoup, oui. C'est évident. Surtout, évidemment, le formidable accélérateur, ça a peut-être été Hollande.
Non, mais moi, je te raconte des choses absolument factuelles pour surtout faire attention à ça. Pourquoi les gens voteraient presque en local? C'est très compliqué. On peut peser un tiers de l'électorat d'un village, c'est-à-dire il y a 15 représentants au conseil municipal. Logiquement, on est 5. Ce que nous dit la préfecture, vous serez 2. Donc déjà, il n'y a aucun respect démocratique. Et ce que les gens votaient n'a aucune importance. Et les 2 qui restent ne font pas partie de l'exécutif. C'est-à-dire que sur 15 personnes, il y en a 2 qui ne servent à rien. Et c'est comme ça qu'on traduit une volonté populaire de dire on donne 30% ou 35% de vote à une liste qui est d'opposition. Et je comprends très bien qu'en voyant ça, les gens se disent mais on va rester à la maison, ne nous fatiguons pas. Et j'ai l'impression quand même que à force de tordre ce système électoral, au bout d'un moment, les gens disent de toute façon, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas complètement faux. C'est vrai qu'Hollande a fait du mal, mais plus globalement, on a l'impression que le rouleau compresseur néolibéral se déroule sans encombre et qu'on peut bien voter pour tout ce qu'on veut, ça ne changera de toute façon rien. Et j'ai l'impression que c'est ça que les gens ressentent. Oui, sûrement. Une forme de fatalisme. Oui. Mais justifié. C'est peut-être pour ça aussi que, pour en revenir au local, il y a un transfert qui est en train de se faire, pas assez rapidement, mais un transfert entre cette désespérance des institutions démocratiques, de l'organisation des démocratiques telles qu'elles devraient être en place, et son inefficacité, pour ne pas dire son inutilité, et le fait que des gens s'engagent dans les initiatives locales parce que là, ils ont l'impression de faire quelque chose qui a du sens et de faire quelque chose qui peut être porteur. Il faut réinventer un vivre ensemble. Le modèle qu'on a connu, enfin toi forcément, moi aussi. Je préfère d'ailleurs la notion de vivre en commun que de vivre ensemble. Oui, en commun, mais oui, absolument. C'est évident. C'est vers là qu'il faut aller. Quand, avec le CTC 42, on organise ce qui va commencer donc dès le 3 septembre, la fête des possibles, c'est bien pour essayer de donner à voir ce qui peut être fait, je dirais au plan local, pour donner à comprendre à travers différentes conférences le monde tel qu'il est et le monde où il va, qu'on a l'espoir en effet que ces graines que l'on sème vont germer et vont augmenter ces prises de conscience qui augmentent en effet régulièrement, mais pas au bon rythme. C'est que, oui, le rouleau compresseur qui est derrière est tellement invincible en apparence que c'est vrai que c'est décourageant parfois. On a beaucoup parlé d'Homo sapiens et de préhistoire, et je repensais à cette phrase de Karl Marx qui disait que l'histoire des hommes n'a pas commencé. L'histoire des hommes commencera après l'effondrement du capitalisme et qu'on est toujours dans la préhistoire. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Oui. Alors, en même temps, je suis curieux, dans nos différents conférenciers qu'on va avoir pendant la fête des possibles, on va avoir Vincent Mignereau, qui est quelqu'un de comparable à Aurélien Barraud, à Adrien Keller. Arthur Keller, non ? Arthur Keller, pas Adrien, oui, Arthur Keller, tu as raison. C'est lui qui a créé Adrastia, une des associations, enfin sans doute la principale association, qui regroupe, je dirais, ceux qui s'intéressent sur les questions d'effondrement. Et justement, Vincent Mignereau dit que croire qu'il suffira de l'effondrement du capitalisme pour que mais on arrive à arrêter
l'effondrement, c'est une illusion. Parce que, justement, c'était une de tes questions de départ sur Homo sapiens. Qu'est-ce que porte Homo sapiens? Qu'est-ce que nous portons qui fait que on a tendance à casser tous nos jouets. Et évidemment que la fin du capitalisme ne peut que aider à, je dirais, ralentir l'effondrement, mais ce ne sera sûrement pas suffisant. Enfin, je suis curieux de sa conférence, j'en ai déjà entendu des extraits, mais il vient le 13 septembre, je crois. Je me demande toujours quel mal-être est en nous, quelle crainte, quel mal-être nous pousse à tout détruire inexorablement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, une espèce d'instabilité récurrente on n'arrive pas à trouver une place à peu près juste dans le vivant et sur cette planète. Je pense qu'il y a surtout une grande inconscience. Une grande inconscience sur le fait que nos actions, d'une façon générale, interagissent avec l'environnement et qu'on ne se rend pas compte. Oui, ça c'est le combat d'Arthur Keller, ces unités systémiques. Voilà. Ce n'est pas des actions, c'est un système en fait. Et pour changer cela, en effet, si j'avais la solution, si je connaissais la solution, j'en serais très heureux. Quel est le ressort de l'homme pour prendre, je dirais, cette allusion de ses impacts négatifs? Il faudrait, je dirais, un meilleur philosophe que moi pour décrypter cela. C'est quoi les 10 prochaines années de Joël Marty? Joël Marty, il y a les années qui passent et j'ai commencé à passer la main du CTC 42. Quand je dis passer la main, ça a l'air présomptueux parce que ça a l'air de dire que c'est moi qui tiens tout. Alors heureusement, c'est déjà commencé. On a un cercle 1 qui maintenant assure l'essentiel du fonctionnement. Mais il faut, je dirais, des moteurs qui ne sont pas automatiquement faciles à trouver. Il faut bien prendre conscience que on a tous notre vie personnelle. Et puis, notre vie personnelle, elle est liée à notre couple. Elle est liée à notre famille aussi, à nos enfants. Tout ça, ça me prend un certain temps. Il y a beaucoup de chômage, mais heureusement, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent. Donc, il y a le travail qui prend un certain temps. Et puis, ceux qui sont du CTC 42, c'est parce qu'ils sont déjà engagés dans l'univers associatif, dans une ou plusieurs associations. Au CTC 42, on leur demande de s'occuper de leur vie de famille, de leur vie de travail, de leur association, et en plus de s'occuper du CTC 42 par-dessus. Donc c'est évident qu'il faut, je dirais, un crédit temps que malheureusement, souvent, il n'y a que les retraités qui ont cela. Et c'est un peu la faiblesse du système, c'est que c'est pas prioritairement aux retraités, même si c'est un peu leur devoir, de s'occuper du futur. C'est un peu leur devoir parce que l'une des motivations qui m'a engagé dans ce mouvement, dans cette démarche de transition, c'est la prise de conscience de ma responsabilité. Responsabilité en tant que baby boomer qui n'a pas vu, qui n'a pas compris jusqu'à la retraite le sens dans lequel le monde allait, qu'avait vaguement
entendu parler du rapport du Club de Rome, du rapport de Denis et Donella Meadows, parce qu'on le cite fréquemment lui, mais rarement son épouse qui a largement participé, sans parler de la quinzaine de chercheurs qui étaient autour. Bref, pas de prise de conscience de cela. Il faut la retraite et la disponibilité intellectuelle et physique de la retraite pour comprendre cela. Donc une espèce de responsabilité où où je vais essayer de rattraper le temps perdu. Et en plus, avec ce petit côté un peu nombriliste où on se dit merde, si moi j'ai pas compris, il y en a plein qui n'ont pas compris. Ben oui. Et donc on va essayer de rattraper en portant, je dirais, une parole de sensibilisation pour dire stop, on a fait des conneries, mais maintenant, non seulement il faut arrêter, mais il faut aller dans l'autre sens. Faut pas aller, j'en profite de l'occasion, pour induire cette notion qui est en train de monter en puissance, parce que la notion de décroissance a ce côté négatif qui fait que d'entrée, il y a un certain nombre de gens déraisonnables qui disent « Oh là là, non, jamais », mais par contre, on peut développer le concept de post-croissance et d'une organisation sociétale très différente. Bien sûr. Il y a d'autres valeurs à défendre. Bien sûr. Que d'extérioriser des richesses ou des éléments de train de vie. On peut aussi jouer du piano 2 heures par jour et ça fait grandir. Et, je me demandais, tout ça est très organisé et très mental. Est-ce qu'il y a autre chose chez toi de l'ordre de la foi, d'une croyance plus complexe que simplement dire bon, on a fait des conneries pendant jusque-là et on va essayer de faire un peu autre chose. Est-ce qu'il y a un espoir Non, du côté de la foi, non. J'ai une relative sympathie pour l'univers chrétien parce que c'est quand même plutôt mes origines, mais je suis agnostique. Je fréquente régulièrement les églises, mais c'est sur le plan architectural parce que quand on voit certaines églises, certaines cathédrales, on ne peut que se dire, mais les gens qui ont construit ça... le beau t'interpelle. Oui. Le beau t'interpelle. Oui, tout à fait. Tu ne ressens rien à travers ce beau, à travers, je sais pas, Bach, à travers je sais pas quoi, qui aurait aussi dans l'Homo sapiens quelque chose d'un peu d'une autre nature, qui n'est pas que intelligente, qui n'est pas que mentale, qui ne se construit pas. Non. Non. Je suis pas hyper rationaliste. J'ai quelques copains qui sont hyper rationalistes. Je connais même le secrétaire de la Société rationaliste de France. Non, j'en suis pas à ce point-là, mais pour moi, Voltaire, la raison, c'est quand même le guide principal. Le guide suprême. Non, c'est vraiment le fait d'être doté de quelques neurones qui fonctionnent pas trop mal, même si les synapses qui les relient actuellement auraient tendance à se détruire, qui me fait dire que cette capacité de compréhension, d'analyse, c'est cette décennie de vie, c'est cette expérience pas extraordinaire, mais quand même pas nulle non plus, qui m'incite à porter ce discours de la transition, et plus particulièrement de la transition citoyenne, dans la mesure où, en effet, compte tenu de l'échec, pour l'instant, du politique, c'est tout simplement peut-être aux citoyens de se prendre en main. Avant de nous quitter, tu as des rendez-vous dont tu voudrais parler prochain? Alors oui, bien sûr, là, dans la fête des possibles du 3 au 24 septembre, va regrouper 38 événements différents.
un certain nombre d'ateliers, un certain nombre de balades urbaines, 6 fresques différentes pour ceux qui veulent mieux comprendre ce qu'est le climat, ce qu'est la biodiversité, les problèmes de l'eau, comment la ville est conçue et peut-être améliorer ce qu'est le carbone. On a des jeux qui, sous la forme de fresques, parce que ce sont des cartes que l'on enchaîne, qui permettent de bien comprendre le problème. Je les invite à aller sur le site ctc-42.org pour voir tout le programme. Et puis, évidemment, on va avoir un certain nombre de conférences sur le Shift Project, notamment le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, piloté par l'équipe de Shift Project derrière Jean-Marc Jancovici. On va avoir donc Vincent Mignereau, j'y faisais allusion, qui nous fera 2 conférences, une à l'Énise sur la transition énergétique, une au Bar de l'Aube sur le collapse washing. Nous allons avoir Jean-Claude Hanna, un type qui se passionne pour le vivant et qui met en évidence le fait que la biodiversité et peut-être la perte de la biodiversité est peut-être encore plus préoccupante que la question climatique. Ça sera de mémoire le 21 septembre. On va avoir une conférence sur le rapport de l'ADEME et sur les différents scénarios de l'ADEME, aussi sur la question énergétique. Bref, j'en passe. Et on va terminer le 24 septembre, ça va être le samedi 24 septembre, par un échange sur les migrants avec une association nationale qui s'appelle SINGA, qui s'occupe de l'accueil des migrants et de l'insertion des migrants, et en particulier de leur apprentissage de la langue française, et dont le président est Benoît Hamon. Et Benoît Hamon n'a pour l'instant pas démenti sa présence. Ça serait une belle conclusion de cette fête des possibles, donc qui va s'étaler sur 3 semaines. Joël Marty, merci. Merci à toi. Et puis certainement à bientôt. Merci Hubertus Sato. À bientôt, j'espère.